mesdames, messieurs, à ce deuxième numéro de notre série de débats avec les candidats à la présidentielle du 29 juillet. Des débats historiques, fruits d'un partenariat inédit entre médias publics et privés, notamment l'ORTM, Africable Télévision, Chérifla TV, Renouveau Télévision et Radio Clédou, le tout sous le parrainage d'organisations et de structures que sont l'URTEL, la Maison de la Presse, la Haute Autorité de la Communication, avec l'appui du NDI, de l'USAID et de la MINUSMA. Ces médias, organisations et structures s'engagent notamment à vous fournir des informations directes sur les candidats en compétition pour le scrutin du 29 juillet. Je suis Yaya Konaté de l'ORTM et avec moi sur ce plateau, Sékou Tangara de Africable Télévision. Nous sommes les modérateurs de ce débat. Oui, Yaya Konaté, ce débat sera suivi à la radio et à la télévision à travers le Mali grâce à nos stations partenaires. Il est également diffusé en direct sur Facebook. Vous pouvez même vous joindre à la conversation à travers le hashtag COPID. COPID, c'est C-O-P-I-D-E. Le format du débat prévoit en plus des déclarations liminaires et finales des candidats, des questions de citoyens également, les questions des modérateurs. Je puis vous assurer ici qu'aucun candidat au parti politique ne connaît à l'avance les questions. L'émission durera environ 90 minutes. Oui, Sékou Tangara, les candidats ont tous signé un code de bonne conduite dans lequel ils s'engagent à se traiter les uns les autres, les modérateurs et les chronométreurs avec respect tout au long de ce débat. C'est un débat politique qui propose des idées sur l'avenir du Mali. Ce soir, nous sommes avec M. Khalifa Sanogo, candidat indépendant, le docteur Cheikh Modibo Diarra, candidat de la coalition CMD 2018, Modibo Kadioké, candidat de l'Alliance Maliko, et Mohamed Ali Batili, également candidat indépendant. Sans plus tarder, nous allons passer aux déclarations liminaires des candidats. L'ordre de passage pour ces déclarations a fait l'objet donc d'un tirage au sort et c'est vous, Monsieur Sanogo, que le tirage a désigné donc pour commencer, pour parler donc en premier lieu. Vous avez 90 secondes, 1 minute et demie pour votre déclaration liminaire. Bonjour tout le monde. Bonjour aux téléspectateurs qui vont suivre ce débat. Bonjour à vous-même qui animez ce débat et bonjour à mes collègues qui sont là pour que nous puissions livrer un peu ce que nous pensons de l'avenir de notre pays, parce qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Et je voudrais dire rapidement ce que tout le monde sait, c'est que ça ne va pas. Le pays va mal. Dire le contraire, c'est se voiler la face et ça ne mènera nulle part. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose? C'est peut-être de cela qu'il s'agit. Et je dis, nous avons besoin aujourd'hui, plus qu'hier, d'une nouvelle gouvernance, d'une nouvelle façon de gérer notre pays, sur tous les pans, que ce soit l'aspect sécuritaire, ça ce n'est caché de personne, que ce soit dans les différents domaines de la vie sociale et politique, la gestion économique. Donc nous avons à nous préparer pour une nouvelle gouvernance. Nous ne pouvons pas continuer avec la gouvernance actuelle parce qu'après, ça deviendrait la catastrophe difficile à réparer. Comme les Bamana le disent, donc aujourd'hui nous sommes à ce niveau-là, il faut changer de gouvernance. Et que ce soit l'école, la santé, les différents services économiques, etc. Merci, M. Sanogo. Je vous invite à avoir un œil sur le chrono pendant que vous parlez. Docteur Cheikh Modibo Diarra. Oui, bonjour mes chers compatriotes, bonjour mesdames et messieurs. Je suis Cheikh Modibo Diarra, je suis le candidat de la coalition CMD 2018. Une coalition qui a une vision partagée de notre pays. Une vision d'un Mali en paix avec lui-même et en paix avec le reste du monde. Une vision d'un Mali avec une armée assez forte et bien équipée et bien formée pour pouvoir sécuriser les personnes et les biens. La vision d'un Mali avec la sécurité alimentaire garantie pour tous, avec l'éducation de haute qualité accessible à tous, avec une santé, des soins de santé de haute qualité aussi accessibles à tous. Nous rêvons d'un Mali dans lequel tous les citoyens auront une chance égale d'accès à tous les services de l'État. Nous rêvons d'un Mali où les jeunes et les femmes vont pouvoir rêver et avoir de l'espoir.
Nous rêvons d'un Mali où les citoyens vont résoudre leurs problèmes immédiats de tous les jours et rêver de participer à toutes les grandes œuvres de l'humanité. Nous rêvons d'un Mali où les générations vivantes aujourd'hui vont soigneusement et jalousement garder l'environnement dont nous avons hérité pour les générations futures. Voilà ce dont nous rêvons, voilà notre vision que je veux partager avec vous aujourd'hui et j'espère que vous allez vous joindre à nous. Merci. Je vous remercie. Merci M. Diarra. M. Kadioké. Merci beaucoup. Je voudrais dire bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont dans la salle ici, également les téléspectateurs qui vont suivre ce débat-là. Et bonjour à tout le monde. Les candidats qui sont là également, mon prof par-ci, mon grand frère par-là, ou mes deux grands frères par-là. Bonjour à vous tous. Je pense que c'est l'occasion, de mon point de vue, d'avoir également une pensée pieuse pour toutes les victimes de la crise que nous subissons, que nous vivons actuellement. Les victimes maliennes, les victimes étrangères, les victimes militaires, les victimes civiles. Il y en a beaucoup. Je voudrais ici avoir une pensée pieuse et m'incliner devant la mémoire de toutes ces victimes-là. Je voudrais également féliciter pour cette initiative. Je pense que c'est un bon exercice démocratique qui contribue à approfondir la démocratie dans notre pays, qui contribue également à éclairer davantage les populations sur ce que nous avons comme offre politique et qui va permettre certainement aux populations de mieux orienter leurs choix en fonction des propositions que nous faisons. Moi, je suis candidat de la mouvance Maliko. Mouvance Maliko qui met l'accent sur le PNP par nous pouvons. Cela veut dire que nous devons compter sur nos propres forces et les solutions les meilleures sont les solutions endogènes. Merci beaucoup. Merci M. Kadioké. M. Bakili. Merci beaucoup. Toute ma considération respectueuse et distinguée à l'ensemble de mes compatriotes, à ce public présent ici, à l'ensemble des candidats ici présents et aux modérateurs. Je suis très heureux de pouvoir me présenter à cette élection présidentielle pour, à mon sens, décoloniser le discours politique, le ramener au niveau du peuple et le sortir de la politique politicienne, toucher de la réalité, toucher du doigt la réalité de notre pays, toucher du doigt les solutions que nous devrions envisager au-delà de tous les calculs politiciens et ramener l'ensemble des esprits, des énergies et des volontés à ce combat que nous devrions nécessairement mener tellement notre pays est au bord du gouffre, parce que nous avons toujours refusé d'aller vers des solutions, les seules qui nous permettront de nous éloigner de la catastrophe de la gouvernance actuelle, de la gouvernance que les partis politiques ont exercée sur ce pays depuis fort longtemps. Je pense donc que nous avons des solutions à proposer à l'attention de nos compatriotes et nous souhaiterons qu'ils y veillent. Merci beaucoup. Merci donc surtout pour le respect du timing au cours de ces déclarations liminaires. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer par les questions de défense et de sécurité. Vous aurez chacun 2 minutes pour répondre à chacune des questions sur ce chapitre. Et la première question, c'est que la défense de notre territoire national est par essence un rôle dévolu à notre armée nationale. Depuis un certain temps, nous faisons face à la menace terroriste et nous sommes aidés dans ce cadre par les forces internationales. Par quels moyens et à quel horizon vous comptez bâtir une armée capable de se passer un peu de l'aide extérieure, d'assumer pleinement son rôle de défense de l'intégrité du territoire? Monsieur Sanogo. Merci encore une fois. Reconstruire un outil de défense n'est pas chose aisée, n'est pas chose faisable en 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est une œuvre de longue haleine, surtout l'état de décomposition de notre armée nationale que nous vivons, que nous connaissons aujourd'hui. Et cela commence par reconstruire complètement le système de défense.
Et reconstruire le système de défense, ça veut dire penser à un autre système de défense. Et quand on a un territoire aussi vaste que le nôtre, les armées régulières doivent être revues complètement. Il y a des choses que l'on dira ici, mais il y a des choses qu'on ne pourra pas dire ici. Moi, je suis paramilitaire, donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire publiquement. Mais il y a à reconstruire complètement notre système de défense. Il faut revoir sa structure. Quand vous avez affaire à des bandes dispersées, des bandes qui ne sont pas en ordre normal, il faut adapter votre défense aussi pour pouvoir traquer ces bandes. Si vous restez dans le système régulier habituel, vous ne pouvez pas les aider. Donc il y a à reconstruire sur le plan formation, sur le plan outils, équipement, sur le plan de la gestion de l'espace. Comment les mettre partout dans l'espace. Comment faire en sorte que, moralement, psychologiquement, ils soient préparés à leurs tâches. Comment faire en sorte qu'ils soient outillés pour faire face à leurs tâches. C'est des questions qui ne peuvent pas être posées, il faut le dire, au moins d'être un peu naïf et irresponsable. On ne peut pas les exposer dans l'emploi public. Votre temps est épuisé, M. Sanogo, mais en quelques secondes, ce n'est pas possible, en 2, 3, 4 ans, vous donnez quel horizon pour cela? Ça commence d'abord par des formations et équipements progressifs. Et il faut se donner au minimum 10 ans pour construire une vraie armée, un vrai outil de défense. Merci. Parce que si vous connaissez nos camps actuels, c'est délabré. Ce n'est pas digne de camp. Vous avez des officiers supérieurs qui logent en dehors du camp, en cas d'alerte. Qu'est-ce qu'ils font? Merci, M. Sanogo. On va retenir la dizaine d'années. M. Diarra. Oui, moi je pense que notre armée a besoin effectivement d'être refondée totalement. Il faut d'abord revisiter le ratio, le nombre de soldats en fonction de la population de notre pays. Le nombre de soldats dont nous avons besoin en fonction de la superficie de ce pays. Et le ratio auquel moi je suis arrivé est un ratio de 1 pour 300. Ce qui nous conduirait à une armée de 60 000 hommes et femmes pour surveiller ce territoire et assurer la sécurité des personnes et des biens. Maintenant, cette armée qui doit être recrutée devrait être représentative de notre société elle-même, qu'on puisse y retrouver toutes les composantes de la société. Que cette armée puisse être formée, d'abord de façon républicaine, à respecter les droits humains, que cette armée puisse être formée et bien équipée, de façon à pouvoir se protéger elle-même et ensuite nous protéger, et que cela puisse être une armée qui soit secondée et appuyée par des moyens technologiques. Je pense, par exemple, à des drones pour la surveillance du territoire. Nous avons un territoire qui est immensément vaste. Et aujourd'hui, grâce aux technologies, nous pouvons avoir des drones qui ont souvent jusqu'à 18 heures d'autonomie de vol et qui peuvent nous montrer tous les mouvements qui se trouvent à la surface de ce sol. Si nous combinons cela avec un positionnement adéquat, n'est-ce pas, des casernes à travers la partie nord du pays et la partie sud, je pense que nous aurons stratégiquement mis en place une armée formidable qui fera peur à ceux qui veulent nous agresser, de façon à ce que cette nation puisse se mettre à nouveau au travail et veiller à son développement. Et je vois un total de 6 ans pour que cette armée arrive à maturité. Merci, M. Diarra. C'était ça ma question. M. Kadioké. Merci beaucoup. Je pense que par rapport à l'armée, il faut travailler sur la gouvernance, il faut travailler sur l'effectif, la formation et également les relations civilo-militaires. La gouvernance, c'est important que dans notre armée, les mutations, les affectations, les promotions soient liées au travail, seulement au travail, à la discipline et à la rigueur. L'effectif, il y a un pays en Afrique centrale, 45 fois plus petit que le Mali. Il y a 10 ans, ils avaient 60 000 militaires pour sécuriser leur territoire. Et nous avons besoin de beaucoup plus d'effectifs. La formation,
je ne suis pas un spécialiste de questions militaires, mais en tant que formateur, si vous avez 1000 personnes à former, ou si vous avez 100 personnes à former, le suivi n'est pas le même, la rigueur n'est pas le même. Un militaire bien formé peut récupérer même des équipements, mais un militaire mal formé perd également des équipements. Nos forces armées sont reconnues pour leur bravoure. Cela est établi, ils l'ont prouvé en plusieurs occasions, mais qu'est-ce qui fait le problème aujourd'hui? C'est la qualité de la formation. Parce que le nombre à former est généralement trop élevé. Il faut réduire ce nombre-là, avoir des petits groupes à former, et là, la formation peut être efficace. Et le troisième problème, c'est les relations civilo-militaires. Nous devons travailler à ce que les populations collaborent facilement avec les forces armées et de sécurité. Nos forces armées ne doivent pas se trouver toujours en terrain hostile quand elles sont en face de nos populations. Et ça, nous l'avons appris avec d'autres. Je pense qu'il faut également pratiquer cela. Et c'est ce que je vais faire. Pour moi, en 3 ans, on peut changer cela. Et vous dites formé par petits groupes et vous dites de gros effectifs, ce n'est pas un peu contradictoire? Non, on prend de gros effectifs, mais au moment de former, on fait plusieurs petits groupes. On fait plusieurs petits groupes. On ne les forme pas tous ensemble. Voilà. Merci, M. Kadioké. M. Batili. Merci beaucoup. Je voudrais aborder le problème de la défense en 3 points. Premièrement, je pense qu'il y a lieu très vite de définir une politique de défense. La politique est l'instrument de gestion, de prévision. Et donc, si on n'a pas de politique de défense, on agit au coup par coup. La loi de programmation militaire dont on nous vante tant le mérite n'est qu'un outil de mise en œuvre de la politique de défense et ne saurait se substituer à cette politique. Ça, c'est le premier point. Cette politique, elle doit être menée, elle doit être vue en lien avec le type de conflit que notre pays aborde. Notre armée est de type westphalienne, c'est-à-dire une armée conçue dans le modèle de 1646 et qui était là pour attester de la puissance de 2 États en guerre, et non qui participent à des guerres et des conflits asymétriques où l'ennemi n'est pas visible. Donc, cette politique doit prendre en compte la nature des conflits et pouvoir définir à partir de là aussi la stratégie militaire. Cette stratégie, elle doit être fondée sur l'information, la mise à disposition de cette information. Monsieur le candidat Modibo a parlé des drones, des satellites. Oui, il faut les prendre en compte et il faudrait créer une armée plutôt mobile que massive. Parce qu'avec l'information, l'armée, sans coûter cher, peut être efficace. On le voit avec Barkhane où il n'y a que 40 jeunes qui manipulent 40 ordinateurs et recevant des informations satellites et qui informent leur QG. À Djamena, ils interviennent juste à propos. Alors pourquoi pas cela au Mali? Puisque l'ORTM peut louer un canal satellite. Pourquoi pas des canaux satellites pour notre armée, les forces de défense et de sécurité? Et la chaîne de commandement doit obéir à des critères beaucoup plus professionnels qu'à des critères politiques. Alors, combien de temps vous donnez-vous pour bâtir cette version de l'armée? Moi, je crois que si vous vous asseyez pour écrire une politique de défense avec des spécialistes, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Et vraiment, changer la stratégie et le commandement aussi ne prendra pas beaucoup de temps une fois que vous avez une vision claire des choses. Merci. D'accord. Question armée toujours. Cette fois-ci, on se tourne vers Dr Diarra. On sait que les contours de la nouvelle armée malienne sont dessinés dans l'accord pour la paix et la réconciliation. Et si l'on se réfère à ce document, on parle beaucoup plus de forces armées reconstituées. Certains Maliens ont des appréhensions, avec notamment l'intégration d'ex-rebelles. Ils pensent qu'avec les tentatives du passé, il pourrait y avoir encore ces velléités sécessionnistes. Qu'est-ce que le futur président que vous pourriez être a comme vision dans ce domaine-là? Est-ce qu'il faut avoir peur de l'intégration d'ex-rebelles dans la nouvelle armée malienne? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'intégration d'ex-rebelles. Je pense qu'il va falloir classer ces ex-rebelles par catégorie. Il y a certains, n'est-ce pas, qui ont commis définitivement des crimes graves pendant la rébellion, qui ne sauraient certainement de façon impunie être intégrés dans cette armée-là. D'autres qui ont suivi des ordres et qui donc peuvent être réformés
et intégrés dans cette armée. Une fois que nous faisons cette distinction, à mon avis, ce qui est le plus important, ce n'est pas tellement qui vous allez intégrer, c'est comment vous allez les intégrer. Parce que notre armée a besoin de constance. Les gens qui vont d'un grade à un autre, les grades sont obtenus à travers le temps et à travers les efforts et à travers l'expérience. Il ne s'agit pas d'amener des gens qui n'ont jamais été dans une armée et de leur donner des grades qu'ils n'ont pas mérités en réalité. C'est là où va se poser le problème. Deuxièmement, je pense qu'il faut éviter de succomber à la tentation. Nous voulons la paix de toute façon, mais n'allons pas trop vite et succomber à la tentation de régler les questions par des histoires de quotas. Ce n'est pas cela. Nous devons avoir une armée qui doit refléter la composition de notre communauté, de notre pays, de notre nation, mais sans pour autant qu'on puisse forcer cette armée-là à positionner des gens dans des régions d'où ils sont originaires. Une armée doit être au service, n'est-ce pas, de ses leaders, qui doivent positionner les gens où le besoin se fait sentir. Et moi, je pense que si nous prenons ça en compte, et de toute façon, si nous nous asseyons et que nous mettions en place une espèce de feuille de route pour l'application au jour le jour de cet accord pour la paix, je pense que tous ces problèmes-là vont nous sauter aux yeux et ensemble, on va trouver des voies et moyens d'y remédier. Merci, docteur. Monsieur Kadiogé, l'armée malienne à l'aune de l'accord pour la paix et la réconciliation. Armée reconstituée, c'est armée reconstituée des Maliens. Et que ce soit les ex-rebelles, les mouvements signataires, que ce soit les militaires qui sont là actuellement, ils sont tous des Maliens. De mon point de vue, une armée reconstituée ne doit pas faire peur. Mais c'est important que quand l'armée est reconstituée, que la discipline soit là. Et qu'il y ait un traitement équitable. Et qu'il y ait une seule chaîne de commandement. Que toute l'armée soit sous un commandement unique. Les forces armées, nous disons les mouvements signataires qui sont là, doivent en ce moment faire disparaître leur système de commandement. Et le tout doit se retrouver au niveau du commandement de notre armée nationale. De mon point de vue, cela ne doit pas du tout nous faire peur. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont des appréhensions par rapport au fait qu'il y a eu des cas, il y a eu des précédents, des gens qui sont venus dans l'armée, qui sont repartis dans la rébellion? Est-ce que vous n'avez pas peur de cela? C'est pourquoi je dis qu'il faut de la discipline. Il faut appliquer la rigueur. La personne qui quitte, c'est une désertion. Il faudrait que l'armée soit... La rigueur, c'est la caractéristique principale de l'armée. Et dès lors qu'un militaire quitte les rangs, il faut que le militaire soit lourdement sanctionné, de mon point de vue. C'est la seule façon pour éviter ce genre de situation, parce que nous sommes revenus à ça plusieurs fois, mais il faut arrêter. Et il faut que tout soit clair dès le début et que les sanctions pleuvent si jamais il y a des gens qui quittent pour aller se retrouver d'un autre côté. Ok, vous avez économisé 30 secondes sur la question. On verra si on pourrait vous les réallouer. Monsieur Bathily, sur la même question. Sur la même question, je pense qu'une armée est d'essence nationale. Comme telle, elle doit concerner l'ensemble des citoyens du pays, j'allais dire sans distinction ethnique ou régionale ou distinction fondée sur le sexe. Lorsqu'il s'agit de mettre fin à un conflit et que cette fin appelle qu'on intègre des éléments qui étaient des belligérants dans le système de défense, je pense qu'il ne faut pas confondre l'immersion de ces éléments dans une armée et tout simplement leur intégration. Le mécanisme de l'intégration appelle qu'on le définisse au préalable en termes de tests de ces combattants, en termes de niveau de formation et en ce moment en termes de programme de formation pour les préparer à intégrer véritablement l'entité militaire. Mais lorsqu'on les prend nommément et qu'on leur affecte des grades comme ça et qu'on les mette dans le système, ça dérange. Ce n'est pas responsable. Je pense qu'il y a un mécanisme d'intégration qui a manqué aux autres systèmes d'intégration. Moi, quand on me dit, il y a l'expérience qui a prouvé que certains ont déserté, il y a un mois, j'ai rencontré un intégré de 1990
et qui est colonel, qui n'a jamais reparti. Donc il y a des rebelles qui sont là et qui ont été réintégrés et qui sont maintenant des militaires de l'État malien et qui n'ont pas de complexe à porter les galons du Mali. Mais encore faudrait-il que le programme d'intégration soit un programme fondé sur un mécanisme réfléchi et cohérent. Est-ce que tout cela n'est pas incompatible avec la justice? Intégration, réintégration, et au même moment établir la lumière sur les exactions, les inhumanités. Est-ce que ça peut aller avec la justice? La justice peut cohabiter avec tout ça. C'est-à-dire dans la belligérance, toutes les violences ne sont pas passibles de la justice. Seules certaines formes de violence sont passibles de la justice, à savoir les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité ou les génocides. Mais les formes de belligérance sont variables. Monsieur Sanogo. Une armée nationale est une armée républicaine qui ne fait pas de distinction entre les fils d'un même pays. Si tout le monde se sent fils du même pays, il ne doit pas y avoir de quotas pour des ethnies particulières ou pour des groupes particuliers. Sinon, ce n'est plus une armée républicaine. Ceux qui se retrouvent dans un système de rébellion, s'il y a accord pour que la rébellion cesse, en ce moment, les éléments viennent individuellement s'inscrire dans l'armée. S'ils viennent par groupe, vous ne pouvez pas échapper à 2 commandements. Parce que le groupe qui vient, il reste toujours attaché au commandement qu'il a quitté. Il n'a même pas quitté. Donc si on veut une armée républicaine, il faut que l'intégration se passe sur des principes de la République. Et si on, comme je le disais, je suis paramilitaire, donc et on dit que la discipline faisant la force des armées, il en convient que, etc. Donc l'armée est un corps particulier et on ne peut pas, c'est pas on ne vient pas pour en sortir immédiatement comme ça et aller faire ce qu'on veut et puis revenir. On a assisté à ça depuis des années et il faut qu'à un moment donné, on arrête ça pour changer la façon d'intégration. L'intégration, je veux bien, je suis même pour, mais l'intégration n'est pas par groupe, c'est par individu. Tout comme quand un tatampion de Ségou veut aller dans l'armée, il vient tout seul et on examine, etc. Autrement, si on le fait autrement, bon, on va dans toutes les sortes de dérives. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent dans l'armée qui ne devraient pas être là parce qu'ils ont déserté. Et la désertion est déjà grave dans une armée. Désertion avec armes et bagages, vous êtes passible devant la loi martiale et il y a les punitions qui sont... Mais on voit des gens aller et venir et ce n'est pas normal. Okay. Merci, et ce n'est pas normal. Merci, M. Sanogo. Alors, nous avons donné la possibilité à des citoyens maliens de vous poser directement des questions. Nous allons prendre une de ces questions maintenant et vous allez avoir 30 secondes après pour réagir à cette question. Et cela va commencer par M. Kadioké. La régie, la question s'il vous plaît. Je demande aux candidats, quel est le programme pour la sécurisation du Mali, du nord, du centre et le Mali entier? Parce que réellement la sécurité s'est carrément dégradée. Aujourd'hui, de 92 à 93 vaut mieux que comme ça faire 93 à 98 aujourd'hui. C'est mon constat. Précision, 93, 98, peut-être il voulait dire 2013, 2018. Monsieur Kadioké. Merci beaucoup. Que répondriez-vous à ce citoyen pour le rassurer? Je vais lui dire qu'il y aura d'abord le redéploiement des forces armées. Il faudrait que les militaires soient en grand nombre sur le territoire, en fonction des zones, de la sensibilité des zones. Il y a des zones qui sont plus sensibles que d'autres. On les met là. Et il doit y avoir aussi des patrouilles terrestres et des patrouilles aériennes de temps en temps pour passer. Et il faut, après cela, faire en sorte que le monopole de la force reste à l'État, l'État seul. Il faut désarmer toutes les milices qui sont sur place. Et il faut retirer toutes les armes. Les mercenaires qui sont là, les crimes organisés, il faut retirer toutes ces armes et redéployer l'administration qui doit aller sur le terrain dans un cadre sécurisé pour rassurer les populations. Monsieur Batili. Moi, au risque de me répéter, je vais dire que je pense qu'il faut rapidement mettre en place un système de surveillance satellite du territoire. On n'est pas à l'heure
du télégraphe, on est à l'heure des satellites. Il faut donner l'information à l'armée et qu'elle bouge sur la base d'informations fiables. C'est une façon de donner une intelligence plus grande à l'armée dans son déploiement, dans ses actions et dans ses interventions. Cela me paraît complètement nécessaire. Merci M. Bathily. M. Sanogo, vous répondez quoi à ce citoyen qui vous interpelle directement comme ça? Bien, moi je pense que nous sommes dans une situation un peu ubiesque. Parce que les éléments modernes dont mes collègues ont parlé, satellites d'observation, etc., on les a, mais ce n'est pas nous qui les contrôlons. Aujourd'hui, dans l'espace malien, moi je suis convaincu qu'il y a des satellites qui observent, qui ne nous appartiennent pas, qui observent tous les petits mouvements. Et c'est pourquoi je dis, en attendant que notre système de défense et de sécurité soit opérationnel et réellement, et soit déployé sur l'ensemble du territoire, il faut que nos partenaires jouent le jeu avec nous. D'accord. Il y a la force Barkhane, il y a l'aménagement. Concluez, les 30 secondes sont épuisées. Je pense qu'on devrait quand même bénéficier de cet apport, ou en tout cas de cet accompagnement, pour nous dire exactement qui est où, et on le sait. Merci M. Sanogo. M. Diarra. Nous, dans notre programme, nous pensons que pour pouvoir sécuriser les personnes et les biens très rapidement, qu'il va falloir faire au moins deux choses. La première, c'est que nous devons reconstituer notre armée, l'équiper comme il faut. Aujourd'hui, des drones, ça s'achète. L'Afrique du Sud en fabrique, avec des autonomies de 18 heures de vol. Ça, ce n'est pas un mystère. La deuxième chose, je pense qu'il faut que nous puissions réunir les parties maliennes exclusivement ensemble pour essayer de mettre en place un chronogramme permettant d'appliquer très rapidement l'accord de paix, n'est-ce pas? Et dans ce processus, nous allons découvrir beaucoup de choses qui nous unissent plus tôt que des choses qui nous divisent. Merci M. Diarra. Je vous propose qu'on passe au prochain chapitre de notre émission, les questions liées à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Vous aurez chacun 2 minutes pour répondre à chacune de ces questions également. Un accord de paix a été signé donc pour ramener la paix dans le nord du pays. Il est en cours d'application. Que ferez-vous de cet accord ou que ferez-vous pour booster cet accord si vous êtes élu président de la République? La réponse commence par M. Bathily. Merci. Moi, je pense que l'accord est un outil qui nous permet d'initier un dialogue. Encore faudrait-il que lorsqu'on prend cet accord, qui est hautement juridique, en définir les mécanismes d'application, parce qu'il y a des concepts nouveaux là-dedans qui sont énoncés mais qui ne sont pas expliqués. Ce que jusqu'ici on n'a pas pu faire. Par exemple, la régionalisation, c'est un concept. Par exemple, la démobilisation, c'est un concept. Par exemple, le retour des réfugiés, c'est des concepts qu'il faut confier en des mains expertes pour les définir et en définir les modalités et les agendas d'application. Il faut élargir l'accord, l'application de l'accord à un dialogue social réel. Parce que la paix n'est pas un concept militaire seulement, c'est un concept socio-culturel. Donc l'application de l'accord doit aller de pair avec la recherche dans notre ère culturelle, dans notre société, de toutes les personnes qui, de par leur origine sociale ou de par leur érudition, bénéficient de la confiance de nos concitoyens là où ils sont installés, là où il y a les conflits. Et le gouvernement devrait intimement les rechercher et les associer à ce processus de paix afin que la paix soit un concept qui attire par sa connotation culturelle beaucoup plus que par sa signification institutionnelle et politique. Voilà ce que j'en pense. D'accord. 30 secondes de moins. On passe à M. Sanogo. Bien. Je l'ai dit à plusieurs occasions. Je pense que l'accord de paix qu'on a signé issu du processus d'Alger, qui est le 4e, si je m'abuse, de ce genre, doit être effectivement appliqué, mais en le revisitant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était un accord qui a été signé un peu sous la pression. Quand quelque chose est signé sous la pression, on admet tout là-dedans. Donc il faut reprendre, relire, voir ce qui est applicable immédiatement. Ce qui est applicable dans tel terme,
et ce qui n'est pas possible d'appliquer. Et c'est dire la vérité. Ce n'est pas la peine de vouloir dire on va l'appliquer, alors qu'on sait très bien qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être appliquées. En tout cas, pas immédiatement. Et je vais plus loin. Je dirais que c'est le 4e accord. On a eu Tamaracet, on a eu Alger, on a eu d'abord Bamako, le pacte républicain. Ensuite, on a eu Alger 1 et ensuite maintenant l'issue d'Alger. Si tout ceci ne marche pas jusqu'à présent, c'est qu'on n'a pas encore touché du doigt les problèmes réels, les fondements réels de ces problèmes. Alors si on ne le fait pas, entre frères, ça va être difficile. On va signer un énième accord, on reviendra sur les mêmes choses. Donc pour moi, il faut revisiter ces accords avec des yeux et ensemble, parce que c'est un pacte social. Il est d'abord pacte social avant d'être toutes les affaires militaires, les affaires, etc., viennent d'abord après les affaires sociaux. Et je pense qu'il faut qu'on s'asseye, tous les protagonistes, et qu'on se dise la vérité. Est-ce que ça c'est possible? OK. Ça, c'est possible? OK. Dans quel délai? Et ça, ce n'est pas possible. Vraiment tourner cette page-là et allons-y plus loin. Sinon, nous allons continuer à nous leurrer régulièrement. En quelques secondes, quand vous dites relire, c'est renégocier, de nouvelles négociations? On n'y a pas de négociation. On s'assoit entre frères. On a signé un papier, on s'assoit entre frères, et puis je dis revisiter. Je n'ai pas dit. D'accord, vous aviez dit relire, d'accord, revisiter. Le terme est très clair. Hein. Je dis revisiter. Donc on reprend, on parle. Est-ce que ça c'est possible? Ça ce n'est pas possible. Quand c'est possible, mais pas immédiatement. Ça c'est possible, mais dans tel délai. Et si on le fait franchement, clair, sincèrement, il n'y a pas de raison qu'on ne se comprenne pas et qu'on aille de l'avant. Merci M. Sanogo. M. Diarra. Eh bien, nous nous sommes fixés jusqu'à la fin du mois de novembre pour mettre en place un nouveau calendrier, un nouvel agenda de mise en œuvre de l'application de cet accord. Et la façon dont nous comptons procéder, c'est mettre ensemble les parties maliennes entre elles-mêmes, leur demander de nous donner une feuille de route de façon hebdomadaire, dans les détails. Qu'est-ce que nous allons faire cette semaine? Qu'est-ce que nous allons faire la semaine d'après? Cela va nous permettre de voir qu'il y a des choses qui sont impossibles à faire avant que certaines autres conditions ne soient réunies. Mais cela va se faire entre nous-mêmes, autour de la table, et il y aura dans ces discussions de la bonne foi. Et une fois que nous avons fait ça, nous allons converger vers, n'est-ce pas, cette feuille de route que nous voulons appliquer, et en ce moment, nous ferons appel à nos partenaires internationaux pour nous accompagner. Maintenant, concernant le centre du pays, où les problèmes que nous avons toujours connus, qui proviennent de la fragilité de notre écosystème, où des gens qui pratiquent l'élevage et ceux qui pratiquent l'agriculture sont confrontés souvent à des difficultés. Aujourd'hui, ces difficultés sont exacerbées par les problèmes que nous avons au nord, le djihadisme qui s'est transporté aussi au centre. Donc il va falloir que l'État fasse deux choses. Il faut que nous puissions essayer de commencer, d'initier des dialogues intercommunautaires en impliquant le plus grand nombre des femmes. Parce que les femmes ont un rôle très important à jouer lorsqu'il s'agit de recoudre le tissu social de nos communautés. Et pendant que nous faisons ça, l'administration va se pencher sur la question de mettre en place des couloirs permettant à ces éleveurs, n'est-ce pas, d'aller d'un pâturage vers l'autre sans causer de dommages aux agriculteurs. Je vous remercie. Merci, M. Diarra. M. Kadiouké. Je voudrais d'abord dire que l'accord, bien qu'il soit perfectible, l'accord pour la paix est un acquis. L'accord pour la paix permet de sauver l'essentiel, qui est l'unité nationale et l'intégrité du territoire. Mais il faut quand même accepter qu'il n'y a pas une bonne appropriation de ces documents et de cet accord. Vous faites une évaluation et les intellectuels qui doivent le lire, ils ne sont pas nombreux à l'avoir tout lu, entièrement, et bien compris. Et au-delà des intellectuels, vous avez également nos populations rurales, dans les différentes langues nationales que nous avons. Ce n'est pas évident. Les documents ont été traduits dans les langues nationales. Mais en les traduisant, on oublie que nous sommes dans une culture d'oralité. Les documents écrits, il faut être alphabétisé pour pouvoir les lire.
nos populations ne sont pas alphabétisées. Le taux d'alphabétisation au Mali, c'est 31%. Donc vous avez toute cette masse qui n'a pas accès à ces documents, mais qui sont censés les connaître. Et ceci est un problème. Moi, je pense qu'il faut réellement travailler à l'appropriation réelle de ces documents-là par tous les Maliens, intellectuels et non intellectuels. Et l'autre problème, c'est un chronogramme. Je pense également qu'il faut un agenda. Et il faut évaluer les coûts de la mise en œuvre de l'accord. Il y a beaucoup de routes, il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de choses dans l'accord. Il faut les évaluer et les mettre dans un agenda et négocier maintenant cet agenda et ce chronogramme et avancer tranquillement. C'est notre point de vue par rapport à l'accord pour la paix. Le fait que beaucoup de Maliens n'aient pas forcément lu et compris l'accord est un obstacle à sa mise en œuvre selon vous? Oui, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils se prononcent sur des choses sans les avoir lues réellement. Oui, mais le citoyen lambda n'est pas acteur de la mise en œuvre. Et le citoyen, c'est le terrain sur lequel l'accord s'applique. Sa réaction par rapport à l'accord est importante. Si le citoyen lambda réagit mal à l'accord, c'est un problème dans la mise en œuvre. Parce que c'est fait pour les citoyens lambda, justement. D'accord. Question réconciliation nationale et cohésion sociale, cette fois avec vous, Monsieur Sanogo. On entend réconciliation nationale, cohésion sociale. Vous, quelle est la considération temporelle que vous donnez à ce concept? Est-ce que la réconciliation nationale, c'est de 2012 à 2018? Est-ce que c'est de 1991 à nos jours? Est-ce que c'est de 68 à 91? Est-ce que de 60 à 68 ou bien avant l'indépendance? Puisque chacune de ces périodes, quand on les prend, des Maliens ou des groupes de Maliens se disent avoir été victimes de quelque chose. Quelle connotation temporelle vous donnez à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale? D'abord, moi, ce que j'ai appris de notre histoire, je suis relativement jeune par rapport à l'existence de notre ensemble national. Ce que j'ai appris de notre ensemble national, c'est que depuis le Ouagadougou, nous vivons à peu près sur le même espace, intégré, et il n'y a pas eu de violence jusqu'à ce que les ethnies soient séparées ou que le clivage soit aussi grave. Et ça ne date que depuis la première rébellion qui a en 63, et donc 58 ans ou 55 ans dans notre existence nationale est terminée. Donc il faut en chercher les causes réelles. Vous savez, nous sommes en train de parler de choses sans oser chercher les causes réelles de cette situation. Il y a des populations qui en souffrent. Les réfugiés qui sont en Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso sont beaucoup plus nombreux que ceux qui font la guerre. Et ces réfugiés souffrent beaucoup plus que ceux qui sont là. Donc il faut qu'on cherche, et la réconciliation nationale doit concerner tout le monde. Le terme même n'est pas approprié parce que nous avons vécu ensemble, et chacun de nous ici autour de la table et dans la salle, chacun de nous a des relations dans toutes les parties ethniques et ethnologiques de notre pays. Moi j'ai des amis Tamashek, j'ai des amis Peul, j'ai des amis Marca, j'ai des amis partout, et des vrais amis, pas des camarades comme tels. Donc en réalité, il faut vraiment d'abord revoir le terme réconciliation et voir comment ça doit s'appliquer. Et nous en venons à la même question de la paix et l'accord de la paix. Il faut revisiter l'accord pour vraiment d'abord se comprendre sur les terminologies, comme dirait mon frère Batili. Il faut qu'on comprenne d'abord la lexicologie et après, maintenant, on se met à savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. D'accord, M. Sanogo. Docteur Diarra. À mon avis, nous devrions reprendre les choses au début, à la naissance de notre République. Nous devons retourner en 1960, lorsqu'il y a eu des conflits entre le RDA et le PSP. Nous devrions ensuite nous pencher sur les conflits qu'il y a eu entre le comité militaire et le RDA. Ensuite, nous pencher sur les questions qui concernent, n'est-ce pas, l'UDPM et le comité militaire. Ensuite, il faut que nous nous penchions sur, n'est-ce pas, le mouvement démocratique et ses relations avec l'UDPM. Et il faut que nous continuions jusqu'en 2018, à mon avis. Parce que cette nation a trop souffert, n'est-ce pas, de la fragmentation
de ces enfants. Nous avons deux problèmes ici qui se superimposent. Monsieur le candidat Kadiogé l'a dit, nous sommes dans un pays avec 31%, vous l'avez dit, de gens qui sont lettrés. Nous avons 18 millions de citoyens dans un pays avec plus de 200 partis politiques. La politique nous a mis dos à dos. Il va falloir que nous puissions revisiter tout ça, mettre les gens d'accord, dédommager ceux qui ont besoin d'être dédommagés et à défaut de cela, au moins enseigner à nos enfants la vraie histoire de leur pays. Parce que la vérité n'a jamais été dite sur certains de ces sujets. Et seulement lorsque nous ferons ça, nous pourrons rassembler tous les enfants de ce pays qui partagent les mêmes visions, qui partagent les mêmes valeurs, pour qu'ils se mettent ensemble et commencent à reconstruire une nation de façon irréversible. De façon irréversible, le mettre sur le chemin de son développement sans retour possible. Mais tant que nous n'allons pas résoudre, revisiter tous ces problèmes et mettre la vérité à jour, on va être ramené au même point à chaque fois. Merci beaucoup. Excusez-moi. Monsieur Kadiogé. Oui. Vous savez, j'étais à Kidal il y a 2 ou 3 jours. J'ai dit que notre pays a connu des pages noires. Et j'ai dit, il y a des choses qui se sont passées à Kidal, mais il y a aussi beaucoup de Kidal au Mali. Et nous avons ce problème dans notre pays, que nous sommes plutôt tentés de déchirer les pages de notre histoire. Nous ne sommes pas prêts à les lire tranquillement, à les analyser et ensemble à tourner. Nous sommes tentés plutôt de masquer, de maquiller les pages de notre histoire. Cela ne marchera jamais. C'est pourquoi dans notre programme, nous prévoyons un dialogue de refondation nationale. Le Mali a besoin de s'arrêter, d'évaluer, de repenser les plaies, de discuter et de redémarrer. On ne peut pas faire l'économie de cela. Et nous pensons même que ce dialogue doit revenir dans un cycle de 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Chaque 10 ans, nous avons des petits problèmes. Parce que nous avons des choses que nous traînons, mais nous faisons semblant de ne pas les sentir et de ne pas les voir. Beaucoup de choses se sont passées. Je l'ai dit, à Ségou, des choses se sont passées. Ici, des choses se sont passées. Mais les mêmes personnes sont toujours ensemble, en train de discuter. Mais il y a toujours des relents qui sont là, que nous développons. Il est temps qu'on s'asseye, qu'on parle réellement en tant que fils du même pays, dans le cadre de ce que nous avons appelé le dialogue pour la refondation nationale. Un Mali nouveau pour un nouveau départ. Voilà notre vision par rapport à cette situation de réconciliation et de cohésion sociale. Si on ne passe pas par là, on va continuer à recoudre les choses. Comme on le dit en Bambara, ça va être du tout, bari-bari. Et ça ne marchera jamais. Le dialogue, vous le voyez sous quelle forme? Sous la forme d'une conférence le dialogue va commencer nationale? Le dialogue va commencer depuis les villages, depuis les communes. Ça va prendre peut-être 3 ans. Mais le Mali mérite cela. Pendant 3 ans, on va faire remonter jusqu'au niveau national. Jusqu'au niveau national. Et tout va être remonté. Un nouveau contrat entre les communautés, un nouveau contrat social à l'intérieur des communautés et un nouveau contrat social entre les citoyens et l'État malien. Merci, Monsieur Batili. Je pense que je suis d'accord avec l'axe des réponses qui ont été faites ici. Tout peuple, tout État, pour sa cohésion, pour, j'allais dire, le vivre ensemble, a besoin de dialogue. Et le dialogue, ce n'est pas un vain mot. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, ils l'ont dit, les autres candidats, et c'est vrai, on s'est évertué à gommer l'histoire. On s'est évertué à la nier et à la ravaler au rang de non-dit à notre peuple. C'est grave. Si vous prenez le Nord, par exemple, de 1960 à peut-être récemment, il y avait qu'une administration militaire là-bas. L'armée a fait de son mieux. Sa vocation n'était pas d'aller gérer le territoire. Et tous les gouverneurs, les préfets et autres, c'était que des militaires, sans préparation. Imaginez le contact avec la population du Nord en ce moment. Vous voyez, c'est des questions réelles qu'il faut se poser. Je pense que pour la réconciliation, il ne s'agit pas de faire des grands messes, conférences nationales, conférences d'entente nationale. On aime ce genre de circonstances qui ne résolvent rien du tout
et qui ramène beaucoup de gens à aller chercher des PRDM. Il faut aller à l'essentiel des débats. Il faut poser le dialogue comme une méthode du vivre ensemble, à l'école, un peu partout, y compris dans nos médias. Il faudrait que des débats soient suscités dans les villages les plus reculés, qu'on aille les trouver, qu'on leur demande leur point de vue et que ce ne soit pas quelque chose d'officiel, mais quelque chose d'informel dans lequel les citoyens vont s'exprimer et vont apprendre les uns des autres sur la réalité du vivre ensemble au Mali. Voilà ce que j'appelle la cohésion et le vivre ensemble. Je n'appelle pas ça la réconciliation. Merci, M. Bathily. Nous allons passer aux questions liées à l'éducation et à la santé et nous allons vous demander de presser ensemble un peu le pas. Nous passons à des réponses de 90 secondes, 1 minute 30 par question. On va commencer par les questions liées donc à l'école. La principale critique aujourd'hui formulée à l'endroit de notre école, c'est qu'elle dispense un enseignement que certains qualifient d'enseignement au rabais. La baisse du niveau est décriée. Alors, comment comptez-vous inverser la tendance pour faire de l'école malienne une école qui produit vraiment des produits dignes de ce nom? Nous allons commencer par M. Diarra. Merci beaucoup. Vous savez, moi je suis le produit de l'école publique malienne et j'en suis fier. Aujourd'hui, c'est quand les enfants n'arrivent pas à faire grand-chose qu'on les laisse à l'école publique. Sinon, ceux qui ont du potentiel sont amenés à l'école privée. Je pense qu'il nous faut sortir de ce cycle dans lequel, en fait, les institutions de Bretton Woods nous ont mis. Parce qu'à un moment donné, pour pouvoir bénéficier de crédits au niveau de l'éducation, il fallait montrer d'une année à l'autre que le nombre d'enfants inscrits avait augmenté. Ce qui nous a amené à garder dans les écoles des enfants qui devraient redoubler pour apprendre vraiment. On les a fait passer dans les classes supérieures pour faire de la place pour ceux qui suivent. Ça, c'est un problème qui a joué beaucoup sur la qualité. Nous nous sommes concentrés sur le nombre au lieu de la qualité pour pouvoir attirer des crédits. Il faut que nous prenions notre indépendance par rapport à ce genre d'aide qui est un poison. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut, à mon avis, intégrer les 3 ministères ensemble. L'enseignement de base, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et la recherche, que ce soit un même ministère avec des charges, des secrétaires d'État chargés de chaque domaine. Cela permettrait de voir une certaine cohérence dans notre politique d'éducation et de suivre ce qui se fait au primaire et qui va finir par impacter le secondaire et ce qui fait au secondaire qui va arriver au niveau universitaire. Voilà les choses que je propose qu'on puisse faire. Merci, M. Diarra. Oui, Monsieur Kadioke. Merci. Vous savez, quand on parle d'éducation, il faut penser construction citoyenne. Il faut penser tout simplement construction de l'homme. Quand on parle d'éducation, il faut penser développement. Et quand on parle d'éducation, il faut parler de l'emploi. Tous les problèmes que nous rencontrons dans le cadre de notre développement, tous les problèmes que nous rencontrons dans le cadre du chômage sont liés à la qualité de l'enseignement. Les problèmes de citoyenneté, l'incivisme, il y a beaucoup de choses que nous voyons, c'est parce que tout cela n'est pas pris en compte par l'éducation. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle éducation. Éducation, c'est éduquer l'homme. C'est ce que nous faisions à la maison, que nous devons transférer maintenant à l'école, que l'école doit prendre en charge. Tout ce que nous apportons comme formation et éducation à nos enfants doit être transféré maintenant à l'école. C'est l'école qui doit prendre ça en charge. C'est très important. Et je pense que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous pensons qu'on doit revoir carrément le programme de formation. Il faut voir les curricula. Il faut faire en sorte que l'éducation puisse ressembler à notre vie et qu'on retrouve à l'éducation tout ce qu'on avait comme enseignement dans la famille, qu'on essaie de les transférer. Pourquoi pas une éducation à la religion? Pourquoi pas une éducation de l'éthique à l'école? C'est important. La citoyenneté à l'école. C'est des aspects qui ont disparu dans l'éducation aujourd'hui. Moi, je pense que c'est important de les réintégrer dans l'éducation nationale pour que l'éducation puisse réellement répondre à nos besoins et qu'on puisse se fixer un objectif de quel Malien je veux dans 10 ans, de quel Malien je veux dans 20 ans. Vous avez épuisé votre temps, mais permettez, les programmes sont constamment revus. Oui, mais les programmes ne sont pas revus à la lumière de ce que j'ai dit tantôt. Ce n'est pas en fonction de nos réalités. Dans notre mouvance, nous disons, par nous, nous pouvons.
Nous devons partir de nos réalités. Et moi, j'ai été à l'école. Avant d'aller à l'école, j'ai fait l'école coranique. J'ai fait 2-3 ans d'école coranique, j'ai appris la religion. Mais mes enfants, peut-être, n'ont pas cette chance. Ils vont directement à l'école, ils ne connaissent pas leur religion. Il y a aussi des formations à l'éthique que nos grands-mères ou nos mamans donnaient à nos enfants. Il y a toute une formation qui s'est passée dans nos familles. Et il y a aussi des rites initiatiques où on formait également des enfants. Tout cela doit être transféré à l'école. Ce n'est pas fait dans cette conception. On a compris votre idée. Monsieur Bathily. Merci. Je pense que l'éducation doit être quelque chose qu'on doit évaluer sérieusement. Le candidat Cheikh Modibo Diarra vient de le dire, il est le produit de l'école malienne, il en est fier, moi aussi, de l'école publique. Mais cette école publique a disparu. Elle a disparu en sa structure elle-même, mais également au niveau même de la formation des enseignants qui, en notre temps, recevaient des outils pédagogiques vraiment au point et aujourd'hui, qui ne reçoivent pas les mêmes outils pédagogiques ou n'en ont même pas. Donc, je pense qu'il est temps de mettre en place un enseignement qui va prendre en compte l'ensemble de ces données. Il faudrait par ailleurs que l'on envoie l'enseignant se former. Aujourd'hui, l'enseignant est le seul fonctionnaire du Mali, peut-être depuis 30 ans, qui ne reçoit pas de bourse de formation. On ne peut pas l'expliquer puisque les connaissances évoluent partout et lui, il n'a pas accès à ça. On lui dit d'enseigner nos enfants. Il y a là un problème qu'il faut également couvrir. Et je pense que l'utilisation des nouvelles technologies pourrait permettre de mettre sur la toile des niveaux de formation professionnelle auxquels les enseignants pourront accéder, donc un enseignement à distance et non seulement un enseignement présentiel. Donc voilà des créneaux qu'il faut prendre et qu'il faut travailler pour arriver à ce stade. Je rappelle que j'avais 38 secondes sur la politique de défense et que je n'avais jamais dépassé mon temps. Est-ce que vous souhaitez continuer? Oui. Oui, vos 38 secondes, on peut vous les accorder. Donc je pense que lorsque nous prenons l'enseignement dans sa dimension actuelle, c'est un enseignement qui est obsolète. Pourquoi? Parce qu'on a introduit beaucoup de choses là-dedans. Le commerce de l'enseignement. L'enseignement privé est plus commercial que didactique et pédagogique. Il y a aussi la politisation à souhait de beaucoup de nos universités. Et cela, on doit le corriger au fur et à mesure. Merci, M. Bathily. On va terminer sur la question par M. Sanogo. Évidemment, si mes 2 cadets ont été le produit de l'école publique, que dirais-je moi-même? Je suis le produit de l'école publique soudanaise d'abord, ensuite malienne. Évidemment, les choses ont évolué, le contexte national et international a évolué, donc on ne peut plus parler de ça. Parce que la discipline était de rigueur. Vous voyez le maître, même le jour férié, immédiatement vous désaliez, vous ne connaissez pas. Donc aujourd'hui, les choses ont changé. Il faut en être conscient. Il faut que l'école revienne à l'école, d'abord. Parce que, il a dit, la politisation a commencé à l'école. Les gens pensent que c'est d'aujourd'hui. Je vais dire non. Moi, j'ai été professeur de l'enseignement supérieur, directeur général adjoint, puis directeur général de l'Institut polytechnique rural, de 1974 à 1981. Et même à ce niveau-là de formation, les étudiants avaient de la discipline et de la tenue, et il y avait de la rigueur à l'école. Mes anciens étudiants pourront le dire, Abdoulaye Idrissa Maïga, l'ancien Premier ministre, Bouhari Keïta et compagnie, sont mes anciens étudiants. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a d'abord la population scolaire qui a augmenté, mais il y a aussi l'ingérence du politique et de l'international dans notre système. Et le collègue Modibo le disait tout de suite, quand on accepte n'importe quel financement à n'importe quelle condition, un financement vient avec ses conditions. Veuillez conclure, M. Sanogo. Donc si on vous dicte comment faire, si vous acceptez, vous ne pouvez plus accuser l'autre. C'est vous-même. Donc cherchons l'origine de nos problèmes en nous-mêmes
et essayons d'y trouver les remèdes appropriés, mais sans discipline à l'école. Tant que l'apprenant ne respecte pas son professeur, son maître, ça va être difficile. Merci, M. Sanogo. Je vous rappelle qu'il faut avoir un œil sur le chrono en répondant aux questions. Vous m'avez recommandé de regarder le... C'est pourquoi j'ai dit un œil, M. Sanogo. Et je suis professeur. D'accord. Question éducation toujours. Cette fois-ci, on va commencer par M. Kadioké avec une question à réponse rapide, 30 secondes. Tout ce qui vient d'être dit, c'est bien vrai. D'aucuns diront que c'est bien beau. Mais les citoyens lambda croiraient plus en le politique, au chef d'État, au futur président de la République que vous pourriez être si vous voyez un parent proche, un enfant ou un petit enfant fréquenter l'école publique malienne. Est-ce qu'à Koulouba, on a posé la question à tous les candidats, ils pourraient assister à cela, à ce que l'enfant ou les petits-enfants du président fréquentent l'école malienne? 30 secondes. Je pense que c'est possible. Ils l'ont dit tantôt, il faut revaloriser l'enseignement public. L'enseignement public, c'est l'enseignement gratuit. Et dès lors qu'on le laisse s'affaiblir, et on a la tentation d'en faire une école des pauvres. Et cela serait dommage. Moi aussi, je suis un produit de l'enseignement public malien. J'en suis aussi très fier. En tant que président de la République, je travaillerai à revaloriser cet enseignement public pour que tous les enfants puissent aller tranquillement à cet enseignement de qualité. Merci, y compris le vôtre. Y compris le nôtre. Monsieur Batili. Moi, j'ai déjà envoyé mes premiers enfants à l'école publique. Donc l'école publique, ça ne me rebute pas. Et tout ce que nous sommes en train de préconiser comme mesure à prendre, si on le prenait, l'école publique va être agréable. Il est bon que les enfants de différentes conditions sociales se fréquentent et qu'il n'y ait pas cet étalement entre école publique destinée à des enfants dont les parents ont moins de moyens et l'école privée à des enfants dont les parents ont plus de moyens. Donc moi, fille, je veux bien envoyer mon enfant à l'école publique tel que je le définis. D'accord. Pas seulement les premiers, ceux de maintenant aussi. Ceux de maintenant. Merci. Monsieur Sanogo. S'ils ont dépassé peut-être cet âge. Bon, moi, je parlerai peut-être de mes petits-enfants. Moi, mes enfants tous travaillent, donc je ne sais pas. Mais soyons maintenant, si on veut que l'école publique soit réellement fréquentée, il faut que l'école revienne à l'école. Ça veut dire quoi? Quand moi j'envoie mon enfant à l'école, si le maître veut le mettre sur le droit chemin, parce que l'école doit être un lieu de formation morale, psychique et intellectuelle de l'enfant. Morale, ça veut dire quoi? Le comportement. Si je n'arrive pas que mon enfant soit corrigé à l'école, pas évidemment la façon dont nous avons été corrigés souvent, mais que l'on puisse dire ce n'est pas possible et que l'enfant se diable. Mais si le parent lui-même vient gronder le maître parce qu'il a simplement fait des reproches, même oraux, Monsieur Sanogo, mais ça va être difficile. Sur le chrono, ça va être difficile. votre temps de parole est épuisé. Mais, vous savez, Voilà. Moi, je dirais simplement qu'il faut... c'est une question qui peut être tentante, c'est-à-dire nous tenter de devenir des populistes. Nous allons envoyer nos enfants à l'école publique et tout ça. Non, ça ne devrait pas être la question. La question devrait être comment nous allons ramener l'excellence dans cette école publique. Moi, j'ai commencé les camps d'excellence en 1999 dans ce pays pour montrer aux gens que l'éducation n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Et j'avais même fait, pour vous signaler, le premier camp, je l'ai fait aussi pour les enseignants. Parce qu'on ne peut pas avoir un enseignement de qualité seulement avec les apprenants. Il faut que leurs professeurs aussi soient formés et que ces gens puissent utiliser les nouvelles technologies pour aller rechercher l'information. Et, excusez-moi. Les 30 secondes sont épuisées. Oui, je suis à côté de M. Sanogo. Voilà, donc, veillons encore une fois au respect donc, du timing alloué. Je vous propose maintenant que nous passions à des questions santé. Parlant de questions santé, on va aller un peu dans la même direction. Est-ce que le futur président que vous êtes, vous ferez soigner au Mali, vous ferez vous soigner au Mali, et qu'est-ce que vous ferez pour mettre à niveau
le système de santé malien pour que le président de la République et les citoyens puissent avoir accès à des soins d'excellente qualité. On commence par M. Bathily. Je touche du bois et je remercie Dieu, le Très-Haut, parce que je suis rarement malade. Mais chaque fois que j'ai été malade, j'ai été soigné au Mali et pas ailleurs. Chaque fois que mes enfants étaient malades, ils ont été soignés au Mali et pas ailleurs. Donc je crois que c'est une question, ma foi, qui peut avoir son sens, mais qui n'est pas déterminante pour moi. Par contre, je dis que nous devrions avoir une politique d'équipement de nos hôpitaux, rehausser le niveau du plateau technique et sortir nos hôpitaux, l'infrastructure hospitalière, de l'insalubrité qui la caractérise. Et cela est faisable. Nous avons un nombre d'évacuations sanitaires qui coûtent vraiment cher et qui ne profitent qu'à des privilégiés. Pourquoi ne pas investir une partie de ce capital-là dans l'équipement des hôpitaux? Merci, M. Bathily. J'avais 3 secondes sur le temps. Ah si, je regarde. D'accord, on vous les garde. M. Sanogo. Il est urgent de mettre notre système de santé au même niveau technologique et technique que la région. On envoie les gens en Tunisie, on envoie les gens au Maroc. Ça coûte cher, souvent même. Ce n'est même pas efficace parce que les gens meurent une fois arrivés là-bas. Et ça coûte cher de rapatrier les corps. Donc autant mettre vraiment tout l'effort sur la mise à niveau de notre système sanitaire. Mais ce n'est pas seulement la mise à niveau technique et technologique, mais c'est aussi professionnellement et moralement, et j'insiste sur le terme moralement, mettre à niveau notre système de santé. Parce que quand des professionnels qui ont prêté serment d'Hippocrate à leur sortie d'école et qui font 30 jours de grève et laissent les gens mourir, je dis qu'il faut aussi former moralement. Donc ce que je peux dire, et ça c'est un béaba pour tout le monde. Merci M. Sanogo. M. Diarra. Oui, moi je préfère regarder les choses toujours du côté positif. Il est bien d'avoir des bons hôpitaux avec des bons plateaux, tout ça, mais vu le genre de développement que je veux pour mon pays, moi je dis qu'en plus de ces hôpitaux, essayons d'empêcher les gens de tomber malades. Mettons en place d'abord un programme de santé publique en ajoutant à la liste des produits de première nécessité l'eau potable et l'électricité par exemple. Si nous faisons ça, nous allons économiser énormément d'argent pour la nation en termes de dépenses qu'on fait au niveau de la santé et en même temps nous allons acquérir beaucoup plus d'heures de travail, donc beaucoup plus de productivité pour relancer notre économie. Et là où maintenant cela n'est pas possible, nous construirons des hôpitaux. Pour ma part, comme professeur Bathily, je tombe très peu malade, Dieu merci, mais chaque fois que j'ai été soigné, en général je suis tombé malade à l'étranger et j'ai été soigné à l'étranger. Et quand je tombe malade ici aussi, je suis soigné ici. Il n'y a aucun problème pour ça. M. Diarra, M. Kadioke. Je pense qu'il faut travailler sur l'accessibilité aux soins en termes de moyens, en termes de structure et également en termes de médicaments. En termes de moyens, nous sommes actuellement dans l'AMO. Il y a l'AMO, il y a les RAMED et puis il y a les mutuelles de santé. L'AMO, ça fait à peu près 17%. Et le RAMED, c'est 5%, les mutuelles de santé, c'est 4%. Il faut aller à l'assurance maladie universelle. C'est prévu, ça va permettre l'accessibilité aux soins. L'accessibilité par rapport aux moyens et par rapport également les moyens, les aspects techniques, les structures et les médicaments. Il faut renforcer le plateau technique. Il faut relever le niveau du plateau technique. Et il faut aussi renforcer les ressources humaines. C'est en cela qu'on peut réduire l'évacuation sanitaire. L'évacuation, ça coûte très cher à notre pays. Et je pense qu'il faut réellement travailler à cela. Et quand on travaille à cela, les hommes politiques, les leaders que nous sommes, nous devons être les premiers à nous soumettre à cela. Et pour ce faire, travailler également à avoir un hôpital de haut niveau dans le cadre d'un partenariat public-privé. Monsieur Kadioke, merci. Nous passons aux questions liées au développement rural. Et justement avec M. Sanogo, on sait que le Mali est un pays essentiellement à vocation agro-silvo-pastorale.
concevez-vous le fait qu'on ne puisse pas être autosuffisant, au moins en riz, avec tout le potentiel qu'on a, par exemple, au niveau de l'Office du Niger? Qu'est-ce que l'agriculture aura comme place dans votre programme une fois président de la République? 90 secondes pour répondre. Je dis toujours, nous sommes autosuffisants. Mais le problème que nous avons, c'est la sécurité alimentaire. Et l'autosuffisance alimentaire, ça veut deux choses. Je suis du domaine, j'étais directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture en 83-84. Donc j'ai géré les grands espaces. Donc c'est un peu mon domaine. J'ai formé aussi les étudiants de Katibougou, ingénieurs d'agriculture, etc. Donc c'est mon domaine. Aux Nations Unies, les 22 ans que j'ai passé là-bas, une bonne partie c'était consacré au développement rural. Alors, il est évident que c'est professionnellement, et puis je suis d'origine paysanne. Et donc professionnellement, c'est mon domaine. Et c'est facile, avec toutes ces terres qu'on a, on peut exporter même. Aujourd'hui, le riz qu'on produit est suffisant pour le Mali. Mais seulement pour des raisons de spéculation. Et je dis bien de spéculation, on importe du riz et allez-y voir la production de l'Office du Niger, de l'Office riz Ségou, des casiers de Baguinda, etc. Il y a tellement d'espaces qui produisent du riz, on a suffisamment de riz. Maintenant, la sécurité, c'est l'étalement et l'accessibilité à tout le monde. L'accessibilité. Donc, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas importer, mais sincèrement, il y a peu à importer. Je connais un peu ce domaine-là, il y a peu à importer. Ok, je vois que cette fois-ci, vous avez eu bien l'œil sur le chrono. Docteur Diarra, sur l'agriculture. Oui, moi je suis effectivement d'une région où l'agriculture est pratiquée. Moi-même, je l'ai pratiquée toute ma jeunesse et presque toute ma vie. Et je pense aussi que c'est un des secteurs qui va permettre à notre économie de se développer. Et c'est pour ça, lorsque nous avons une position aussi centrale que la nôtre, et qu'on dise que nous sommes enclavés, moi je nous vois au milieu de 7 marchés potentiels à qui nous pouvons vendre de la nourriture. Et pour cela, il faut simplement prendre certaines précautions. Il faut essayer de mécaniser notre agriculture. Le temps des charrues et des bœufs est révolu. À plus forte raison là d'abord. Il faut que nous puissions commencer à maîtriser l'eau, la gestion de l'eau. Qu'on ne se fie pas simplement à une saison de pluie. Que nous puissions développer des techniques nous permettant d'utiliser les eaux de surface comme les eaux souterraines pour pouvoir irriguer nos champs et travailler avec. La troisième chose, il va falloir que nous puissions, dans ce secteur-là, constituer un groupe de gens dont la vocation et le travail consisterait à développer des semences à haut rendement et à haute qualité pour les donner maintenant aux autres qui font de l'agriculture pour le cultiver. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que nous allons pouvoir massivement produire et faire en sorte que, quel que soit le revenu du citoyen malien, de n'importe quel citoyen malien, qu'il va dormir avec le ventre plein. Voilà ce que j'ai à dire. Monsieur Kadiogé. Je pense que notre pays est victime d'une concurrence déloyale. Des produits subventionnés, fortement subventionnés des pays venant d'ailleurs. Et sinon, comment vous pouvez comprendre qu'on puisse faire parvenir du riz ici ou aussi d'autres produits agricoles à partir de milliers de kilomètres et les vendre moins cher par rapport à nos produits? C'est parce que dans ces pays, la subvention est fortement appliquée. Je connais des pays africains où la subvention atteint 80%. La subvention dans notre pays, ça fait 30%. Je pense qu'il faut relever les niveaux de subvention. Il faut appuyer l'agriculture. Le pays est à vocation agro-pastorale. C'est là où on va créer les emplois. Et c'est à ce prix-là également que nous atteindrons notre sécurité alimentaire. Il faut renforcer techniquement. Il faut aussi renforcer les ressources humaines. Il faut aussi aller dans le sens de nouvelles semences qui permettent de récolter plus d'une fois dans l'année. Nous récoltons le riz une fois. Aujourd'hui, il est possible de récolter 2 fois, sinon 3 fois dans l'année. Je pense qu'il faut aussi aller vers ces semences, ces nouvelles semences qui sont bien possibles. Il faut augmenter les espaces cultivables. L'Office du Niger, c'est 1 million d'hectares à cultiver. Nous sommes à combien? Est-ce que nous avons encore atteint 200 000? Non. Il faut travailler à augmenter ces espaces-là. Et c'est à ce prix que moi, je pense qu'on va atteindre l'autosuffisance alimentaire. On va produire et casser notre dépendance
alimentaire par rapport à l'extérieur. C'est important que nous ayons cette souveraineté alimentaire dans notre pays. Monsieur Bathily. Oui, je voudrais dire que l'autosuffisance alimentaire est une question qui, à mon avis, précède une question fondamentale. L'agriculture, le développement rural, la base elle-même, c'est la propriété foncière. On ne peut pas développer une agriculture, la mécaniser, sans trancher sur la question de la propriété foncière. Et là, c'est important. Lorsque le paysan deviendra propriétaire, et ça, je le dis en toute connaissance de cause aussi, il pourrait engager son titre de propriété auprès des institutions de crédit pour accéder à ces crédits, pour s'équiper, pour aller vers des semences perfectionnées, pour aller vers la mécanisation. Tout cela procède d'une logique de propriétaire et de considérer le président comme acteur de son propre développement. Sinon, si l'État continue à gérer les terres comme il le fait, ce n'est pas possible. Et moi, je vais vous donner un chiffre qui est réel. En 2015, les titres fonciers déposés dans les banques du Mali ont permis d'apporter à ceux qui ont déposé ces titres 1537 milliards de francs CFA. Le budget du Mali n'était que de 2000 milliards et c'est en ce moment qu'on a dit qu'on a donné 15% à l'agriculture qui ne faisait que 300 milliards et les tracteurs ont coûté 18 milliards. Ça veut dire dans 1535 milliards, il y a combien de fois de tracteurs là-dedans, de milliers de tracteurs pour l'équipement. Voilà des questions essentielles qu'il faut se poser. Vous avez récupéré vos 3 secondes, M. Bathily. Merci. Nous allons passer aux questions de jeunesse, de citoyenneté et aux questions liées aux femmes. Et les questions de jeunesse, on va commencer bien évidemment par l'emploi. Je ne sais pas si les chiffres sont exacts. 120 000 employés qui sortent diplômés, qui sortent chaque année des écoles, 400 000 personnes qui frappent chaque année aux portes du marché donc, de l'emploi. Que ferez-vous de ce lot, disons, de chômeurs, si vous êtes élu président de la République, ce lot de chômeurs qui souvent empruntent les routes de l'immigration clandestine, souvent vont grossir tout simplement les rangs des djihadistes. Nous commençons par M. Diarra. Dans ce cas, je vais faire plusieurs choses. La première, c'est déjà d'ouvrir des écoles de formation professionnelle. Parce que notre enseignement, nous en avons parlé, c'est un enseignement qui n'a pas vraiment la qualité qu'elle devrait avoir. Donc une fois que nous créons des écoles professionnelles, on va les créer de façon à ce qu'elles puissent être alignées ou être en adéquation avec les besoins des investisseurs, avec les besoins de développement de cette nation. Deuxièmement, je pense qu'il faut que nous retournions de façon intense vers le service national des jeunes. Il est important que ce civisme-là puisse être inculqué à notre jeunesse. Que là-bas, la jeunesse apprenne son histoire, sa culture, comprenne sa langue, que les uns se frottent aux autres pour comprendre leurs différentes langues et se comprendre en termes de culture. Lorsque nous allons faire ça, nous allons travailler à amener la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas d'investissement. Mais une fois que la paix revient et qu'il y a des investissements, les investisseurs vont venir créer de l'emploi. Mais l'État à côté, avec le secteur privé malien à côté, devrait faire deux choses. Permettre l'accès à ces jeunes-là à toutes les ressources financières dont elles ont besoin pour créer leur propre entreprise et devenir des entrepreneurs et embaucher d'autres jeunes, mais en même temps trouver une façon de les accompagner techniquement pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, faire travailler ces entreprises et les faire réussir. Merci, M. Diarra. Merci bien. M. Kadioke. Il faut d'abord rappeler qu'il y a 300 000 jeunes qui viennent chaque année sur le marché de l'emploi. 300 000. En 5 ans, ça fait 1 500 000 de jeunes. 1 500 000 de jeunes, il faut travailler à trouver de l'emploi pour minimum 1 million de jeunes. Il reste encore 500. Et pour ce faire, il y a des travaux de correction à faire. Il y a des reconversions. Vous avez des diplômés dans notre pays, sociologie, socio-anthropologie, sciences de l'éducation, géographie, des formations qu'on a données. Mais on sait très bien que c'est très difficile, leur employabilité. En matière d'emploi salarié, il faut travailler sur ces volets-là. Donc il faut travailler à les reconvertir pour leur donner une chance de trouver un emploi.
Il faut travailler à renforcer les jeunes, à les former, parce qu'ils sont dans un monde de compétition avec la sous-région. Il faut qu'ils les comprennent. L'autre volet de question de chômage, c'est aussi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est ce qui permet d'absorber le maximum de jeunes. Il faut mettre beaucoup l'accent sur ça. Former les jeunes, amener les banques à collaborer et trouver des mécanismes innovants du financement de l'entrepreneuriat pour les jeunes. C'est en cela, je pense, qu'on peut réduire véritablement et considérablement le chômage en République du Mali. Merci, M. Kadioke. Vous économisez 10 secondes, M. Batili. Je pense que si nous prenons la configuration même économique de notre pays, nous disons que 65 à 70% travaillent dans le domaine agricole, c'est-à-dire agriculture, pêche et élevage. Donc vous ne pouvez pas créer de l'emploi ex nihilo. Il faut arrimer l'emploi à l'économie. Donc l'économie, pour l'instant, elle est rurale. À mon avis, c'est pourquoi je dis qu'il faut créer la propriété foncière pour les paysans, leur permettre de sortir la terre de son statut de ressources naturelles pour devenir un bien économique juridiquement protégé. Une fois qu'on a dit cela, qu'on leur donne l'accès au crédit, peut-être a-t-on besoin de l'investissement, mais déjà ça c'est un outil d'investissement propre à notre propre intelligence. Donc je crois qu'on peut créer l'emploi à partir du domaine agro-industriel. Faire des fourrages, faire de la pisciculture, faire de l'élevage avec de l'insémination, cultiver toute la saison parce qu'on aura favorisé grâce à cette politique l'accès à l'eau potable, mais sur la base de l'intervention du paysan lui-même qui peut accéder au crédit. Un. Et de deux, il faut arrimer cette intelligence-là à l'artisanat, qui est le second ou le premier employeur du Mali, parce qu'il faut créer maintenant des marques Made in Mali. En donnant des normes, les artisans peuvent se retrouver dans des processus de fabrication du machinisme agricole, lui-même Made in Mali. Et là, c'est important. Je crois que c'est comme ça qu'il faut y aller, en formatant les choses progressivement. Merci. M. Batili. M. Sanogo. Oui, il y a manifestement un problème d'adéquation formation-emploi. Donc les filières qu'on a aujourd'hui, comme dirait mon collègue Kadioke, il y a manifestement des filières qui n'ont pas leur sens par rapport à notre développement actuel. Donc ça, c'est un travail à faire dans la réforme de l'enseignement. Et quand la mission universitaire de Sigasso s'est rendue à Sigasso, il y a maintenant 10 mois, et que nous devions faire mener un dialogue avec elle pour quel type d'université à Sigasso, nous avons dit qu'il faut que ce soit une université adaptée aux réalités socio-économiques de la région, qui est fortement agricole. Et l'investissement, il y a place pour l'investissement pour absorber les jeunes. Vous avez le bassin productif de production de la pomme de terre, c'est Sigasso. La patate, c'est Sigasso. La mangue, les pois sucrés, l'anacarde, le coton. Donc vous avez autant de filières qui sont des filières d'investissement, mais il faut créer aussi des conditions d'investissement. Parce que si un investisseur étranger ou national vient aux portes de l'administration et se fait déjà, avant même de commencer, arnaquer, il ne va pas investir, il va pas, vous lui demandez 100 millions pour un investissement qui va vous coûter, et vous avez pris un prêt, vous voulez investir 1 milliard, on vous demande 100 millions d'avance, pour faire quoi, on ne sait pas, donc vous partez. Donc il y a un certain nombre de conditions à réunir pour que toutes ces opportunités d'investissement puissent être explorées et que crée de l'emploi pour les jeunes. Merci, M. Sanogo. Donc ça, je pouvais dire ça, mais je voulais quand même donner, parce que le collègue a parlé de 1 million d'hectares pour l'Office du Niger, ancien de l'agriculture, l'Office du Niger n'a pas 1 million d'hectares. C'est au moment où on crée l'Office du Niger de Baginda jusqu'à Diré, c'est ça qui fait 1 million d'hectares. Mais la zone Office du Niger même fait 370 000, 380 000 hectares. Merci pour la précision, Sekou. Oui, question femmes, citoyenneté. Les femmes dans tout ça, M. Kadioke, quand on va dans le milieu rural, elles ont des problèmes d'accès à la terre, d'accès au crédit. Au niveau des centres urbains, ce sont des violences conjugales. Le Mali est même en train de vouloir battre le record en assassinat de femmes. Avec ces violences, vous, la femme dans votre projet, ça va être quoi, M. Kadioke? La femme
et les jeunes vivent une situation particulière. C'est des groupes qui sont les moins bien formés, les moins bien qualifiés, les groupes qui ont difficilement accès au financement, c'est des groupes vulnérables. Et ces deux groupes partagent également la particularité d'être la majorité de la population. C'est comme si, de façon consciente, on accepte de se départir de la majorité de la population et de vouloir faire le développement du pays. Cela est impossible. Nous sommes obligés, condamnés à les intégrer, à faire en sorte que ces deux groupes puissent participer réellement à la construction de notre pays. Et pour cela, il faut donner la place qu'il faut à la femme. Il faut sortir des schémas que nous avons, qui viennent d'ailleurs, qui nous opposent à la femme comme si nous étions des concurrents ou comme si nous étions des rivaux. Ici, dans notre pays, dans notre culture, il y a cette complémentarité que nous avons avec la femme. C'est vrai, on a ce respect-là par rapport à la femme en tant que mère, en tant que sœur, en tant qu'épouse ou en tant que fille. Elle a toujours une place particulière. Moi, je pense réellement qu'il faut mettre la femme à sa place, lui permettre d'accéder à des financements, lui permettre d'être autonome et de la protéger également contre les violences conjugales. M. Bathily. Ce que je voudrais dire, c'est que la femme, l'enfant ne sont pas dissociables de l'entité sociale. La femme et l'enfant, malgré leur particularisme, sont protégés par des droits spécifiques qui doivent être partagés par toute la société, sinon ces droits ne sont pas opérants du tout. Lorsque vous donnez un droit à l'enfant, à la femme, et que l'homme ne les connaît pas, ça ne sert à rien. Donc il faudrait tout simplement procéder à un comblement de déficit d'accès aux droits des femmes et des enfants par l'ensemble de la société, y compris en tenant compte des ressorts culturels de cette société. Nous avons vu tout le débat que cela a posé au Mali, le code de la famille. Ça concerne la femme, ça concerne l'enfant, ça concerne l'adulte. Donc il y a là vraiment une recherche réelle à faire pour construire la citoyenneté avec l'adhésion de tout le monde à toutes les valeurs générales, spécifiques et propres à chacun des genres. Sans cela, on va spéculer, mais ce ne serait que des spéculations. Une fois qu'on a dit cela, je pense qu'il faut veiller à faire beaucoup attention quant à ces droits-là et à leur enseignement à travers divers créneaux que nous avons. L'école est un créneau, mais il peut y avoir des camps de pionniers, des camps d'autres choses que nous avons ici. Couramment, on en entend parler et la citoyenneté pourrait se mettre progressivement en place autour de l'ensemble de ces aspects, femmes, hommes et société en général. Merci. M. Sanogo. Ce débat sur le rôle et les droits de la femme, j'ai eu au cours de ma petite présence aux Nations Unies à faire 12 ans dans ce débat. Et je me suis occupé donc de questions de femmes. Jean dépendait de ma section. Et j'ai toujours dit qu'il faut quand même qu'on parte de nos réalités sociologiques pour aborder ces questions. Et là, tantôt parlé des difficultés qu'on a eues avec le nouveau code qui a été d'inspiration d'ailleurs. Et on ne peut pas plaquer simplement des réalités d'ailleurs à des réalités de chez nous. Et malheureusement, nous singeons beaucoup et sans discernement. Et la plupart des femmes de chez nous sont du milieu rural. Leur problème, c'est d'abord comment alléger leurs tâches, qui sont des tâches lourdes. Toute la journée et pratiquement toute la nuit, elles travaillent. Il faut alléger d'abord ça. Comme ça, elles ont beaucoup plus de temps pour se consacrer aux aspects économiques et à la construction plus sereine du foyer. Parce qu'après tout, c'est la femme qui s'occupe beaucoup plus du foyer que l'homme. Merci, M. Sanogo. M. Diarra. Oui, moi j'aimerais simplement dire qu'avant que la question de genre ne reçoive autant de publicité et que ça ne devienne quelque chose à la mode,
dès les années 90, en tant qu'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, j'ai vu combien le fait de ne pas impliquer les jeunes filles dans des études scientifiques, le fait de ne pas donner accès aux femmes à la ressource financière pour pouvoir développer des petites et moyennes entreprises ou des micro-entreprises pouvait impacter l'économie d'une nation. Nous n'avons pas attendu que les questions de genre deviennent populaires. Nous avons commencé dès lors à créer des camps d'excellence pour des jeunes filles, en faisant de la discrimination positive. Parce que vous savez, dans le domaine de la recherche et du développement, il y a une question de statistiques. Lorsqu'une nation ignore plus de 50% de sa population, il devient difficile à cette nation de faire la compétition avec d'autres. Maintenant, en tant que président de Ecobank Mali, j'ai testé une autre idée, qui est de mettre en place, comment dirais-je, un crédit, n'est-ce pas, de garantie pour ces femmes-là, pour qu'elles puissent prêter contre ce crédit. Parce que comme elles n'ont pas de titre foncier, comme l'a dit notre collègue Badjili ici, comme les cultivateurs, les titres fonciers, elles n'ont pas. Donc avec ce crédit, ces femmes étaient capables d'aller prêter dans une banque contre ces crédits et améliorer la qualité de vie de leur famille. Veuillez conclure, M. Diarra. Et moi, j'aimerais vraiment juste qu'on essaie de dissocier les femmes des enfants. Ce n'est pas la même chose. On a parlé des jeunes, parlons des femmes. Je vous remercie. Merci, M. Diarra. Alors, on va prendre une dernière question du citoyen et nous allons vous demander de réagir à ce que ce citoyen va dire en 30 secondes. La régie nous envoie la question, s'il vous plaît. Je m'appelle Maïmouna Ouattara, je suis couturière. Je veux leur poser la question, quand ils seront élus, qu'est-ce qu'ils vont faire pour les femmes? Parce que les femmes sont un peu en retard. Dans les emplois, il n'y a pas assez de femmes. Et puis bon, il y a assez de problèmes côté femmes, surtout l'accouchement, médecine et consorts. Donc on veut savoir, quand ils seront élus, qu'est-ce qu'ils feront pour les femmes? Une réaction en 30 secondes. On commence par vous, M. Batili. Eh bien, moi, je pense que nous avons touché du doigt une question importante. Les femmes sont la majorité de notre population, mais également c'est la majorité dans le milieu rural. Il faut donner des titres fonciers gratuits aux paysans et aux paysannes du Mali, reconnaître leurs droits tels que c'est stipulé dans l'article 13 de la Constitution du Mali, qui dit que le droit de propriété est inviolable sans que ce droit soit caractérisé. Donc je pense qu'il faut leur donner accès à leurs droits pour leur permettre d'émerger. Merci, vos 30 secondes sont épuisées. Monsieur Sanogo, 30 secondes. Oui, encore une fois, je dis, la majorité des femmes vivant en milieu rural, il faut tout faire pour alléger d'abord les tâches ménagères. Comme ça, elles sont libérées de certaines tâches, elles peuvent s'épanouir elles-mêmes par la suite sur les activités économiques. Et donc, elles peuvent avoir une relative indépendance économique pour pouvoir faire des choses qui les rendent plus indépendantes. Pas indépendantes en tant que telles d'affranchissement, non, mais qu'en termes, peuvent être indépendantes pour pouvoir faire autre chose. Merci, M. Sanogo. M. Diarra. Lorsque nous serons élus, nous allons mettre en place un système qui va juridiquement protéger les femmes, protéger tous leurs droits. Nous allons rigoureusement respecter tout ce qui a été signé concernant les femmes, y compris les 30% de taux de participation à la vie à la nation. Nous allons y veiller. Nous allons faire en sorte que les jeunes filles ne puissent plus être mariées en bas âge, qu'elles puissent avoir accès à une éducation et que ce pays-là, ce Mali, puisse devenir un Mali qui donne une égalité de chance à tous les enfants, quel que soit leur genre. Merci. Voilà ce que nous allons faire. Merci, M. Diarra. 30 secondes, M. Kadioke. Pour ce qui concerne la femme, les questions d'emploi, l'emploi salarié, il faut suivre depuis l'école. Il faut travailler à suivre la jeune fille à l'école et la mettre sur les filières porteuses. C'est les filières techniques. Il faut les encourager, il faut suivre et il faut aiguillonner. C'est en cela qu'on peut facilement aller à l'emploi salarié pour la jeune fille. Pour les petites et moyennes entreprises, il faut faciliter l'accès au crédit. Et il faut aussi protéger la femme dans les ménages.
Merci. Nous allons donc passer au dernier chapitre de cette émission et nous allons vous poser une toute dernière question par rapport à la lutte contre la corruption. Justement, Monsieur Tangara. Monsieur Sanogo, toute cette vision ne saurait être mise en œuvre avec la persistance du phénomène de la corruption. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour contourner et faire en sorte que ces projets ne soient pas altérés par la corruption? 90 secondes. Il faut être rigoureux. Et dans l'application des lois, il faut être équitable dans l'application des lois. Il faut que chacun soit en face de la loi le même. Pas de favoritisme. Il faut que l'emploi soit accessible à tous. Il faut éviter aussi les mouvements intempestifs de cadres. Parce que ce qui arrive chez nous, quand il y a une nouvelle équipe gouvernementale, les cadres commencent à trembler. Et évidemment, il y en a qui veulent ramasser rapidement quelque chose avant de partir. Si les cadres ne peuvent plus être en mouvement parce qu'ils ne appartiennent pas à tel mouvement politique, etc., s'ils sont sûrs de rester en place tant qu'ils sont professionnellement corrects et évidemment moralement corrects, ça peut diminuer la corruption. Mais en devant toute chose, il faut être rigoureux. Et je pense que les performances dont on a parlé en ce qui me concerne à la CMDT et maintenant à la mairie de Sikasso, ce n'est pas autre chose. Je n'ai pas changé d'équipe, mais seulement j'ai changé de méthode de gestion. Il faut être rigoureux dans la gestion des affaires publiques. Vous allez envoyer des gens en prison? Comment? Vous allez envoyer des personnes en prison? Si nécessaire. Si nécessaire. D'accord. Mais je dis si nécessaire. D'accord. Et personne ne devra échapper à la prison parce qu'il est protégé de X ou de Y. Sur la corruption, M. Diarra. Sur la corruption, j'aimerais vous dire d'abord que, à mon avis, la corruption elle-même prend sa racine dans le déséquilibre qu'il y a entre nos institutions. Nous avons un exécutif qui est trop puissant par rapport au judiciaire et par rapport au législatif. Donc il faut rééquilibrer ces trois pour permettre au législatif d'exercer son contrôle sur, n'est-ce pas, l'exécutif et donner au judiciaire son indépendance. Ceci étant dit, dès que nous allons être élus, nous allons essayer d'identifier, de rassembler, indépendamment des sensibilités politiques, tous les enfants de ce pays-là qui sont honnêtes, qui sont des travailleurs, qui aiment leur pays, en une seule équipe. Et cette équipe-là va donner l'exemple à la population. Nous allons nous battre contre la corruption par l'exemple d'abord. La deuxième chose que nous allons faire, c'est nous débarrasser de l'impunité, justement en donnant au judiciaire son indépendance totale. Si nous faisons ça, et la troisième chose, évidemment, qui va nous aider un peu à absorber aussi le chômage, embauchons des jeunes en grand nombre, mettons-les à la disposition du vérificateur pour que nous puissions faire des vérifications beaucoup plus fréquentes. Quand les vérifications sont fréquentes, les corrompus n'ont pas le temps de causer de gros dégâts avant qu'ils ne soient découverts. Mais lorsque les vérifications arrivent une fois par an ou une fois tous les 2 ans, avant qu'on ne se rende compte, le dommage est fait. Voilà quelques mesures concrètes que nous voulons faire. Ok, M. Kadiogé. Il faut travailler sur la prévention. Il faut beaucoup travailler sur la prévention. Prévention en termes de formation. Il faut former les cadres. Vous savez, vous devenez maire, on vous confie une collectivité. Vous étiez enseignant. Ou vous étiez tout simplement citoyen lambda cultivateur, comme certains maires. Et on vous confie les finances publiques. Ce n'est pas évident. Vous êtes cadre, on vous confie la direction des NPA. Et on vous demande de gérer. Vous ne connaissez pas les procédures. Il faut former. Il faut former, il faut aussi dématérialiser certaines procédures. Il faut les simplifier. Je pense qu'il faut accepter que les dossiers soient envoyés souvent par mail. Ça évite beaucoup de situations où les gens se mettent à tripatouiller. Je connais un pays, encore en Afrique centrale, où quand les offres, quand le délai arrive, 24 heures ou 48 heures au maximum, vous avez les résultats. Dans notre pays, ça prend 2 mois, 3 mois, voire 4 mois. Toutes ces situations contribuent à améliorer un peu, à mettre un terrain fertile à la corruption et à la tentation. Je pense aussi qu'il faut sanctionner. Quand il y a corruption, quand c'est établi, il faut sanctionner.
l'État perd beaucoup d'argent dans la corruption. Et dans beaucoup de situations, c'est des pertes immenses pour notre économie. Et je pense qu'il faut réellement travailler à arrêter cela. Monsieur Batili. Bien, merci. Moi, je pense que la corruption, c'est comme une sorte de serpent de mer. On va le prendre par tous les bouts, on n'en verra jamais des solutions concrètes. On dit que le poisson pourrit par la tête. Et je suis d'accord avec le candidat Cheikh Modibo Diarra, avec M. Sanogo, pour l'exemplarité des premiers responsables et du leadership. Ça, c'est très important et ça peut permettre de vaincre l'impunité. Mais fondamentalement, toute ma vie, en tant que technicien du droit, j'ai été confronté au problème des solutions de la corruption. Et ce que j'en retiens, c'est que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vivre honnêtement quand il n'a pas un salaire qui lui permet de vivre honnêtement. Si son salaire ne lui permet que de tenir ses besoins pendant 20 jours du mois, il ne va pas mourir les 10 autres jours. Et il va se débrouiller. Et l'État du Mali doit veiller à payer honnêtement ses travailleurs pour leur demander d'être honnêtes. Et ce n'est pas impossible, vu le niveau de la prévarication, des détournements, de l'ensemble des recettes que nous perdons dans des procédures mal maîtrisées, dans le manque de rigueur, nous pouvons donner des salaires vraiment qui couvrent les besoins de nos travailleurs et leur demander de travailler dans l'intérêt général. Tant que cela n'est pas fait, on ne fera que des professions de foi, on n'en sortirait pas. Et c'est ma conception. Merci, M. Batili. Merci, messieurs les candidats. Le format de l'émission prévoit des déclarations de clôture. On va aller dans l'ordre inverse de la déclaration d'ouverture et vous avez 1 minute pour votre conclusion. M. Batili, on commence par vous. Eh bien, je me félicite de la qualité de ces échanges qui m'ont apporté beaucoup. Et je remercie l'auditoire, l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui nous ont suivis. Je pense que nous allons vers une élection majeure au Mali, dans un contexte réellement spécifique et qui n'a jamais eu son équivalent, avec pratiquement la faillite de l'État et de la gouvernance. Nous devrions donc prêter attention à la qualité des responsables que nous souhaitons nous donner. Il ne faut pas que ce soit qu'une course au pouvoir. Il faut que le pouvoir, qui n'est qu'un attribut de l'État, qu'on fasse la course au pouvoir et qu'on serve l'État avec ce pouvoir, et non que ce pouvoir serve à alimenter des réseaux privés en enlevant à l'État ses moyens et ses pouvoirs pour les mettre dans ces réseaux privés. C'est dangereux. Et nous avons la preuve que si cela est, chaque fois l'État va vers sa faillite. C'est pourquoi quelqu'un a dit ici que tous les 10 ans, nous avons des problèmes. Parce que tous les 10 ans, les dirigeants que nous nous donnons finissent par prendre les pouvoirs et les moyens de l'État à des fins personnelles. Et nous les voyons, c'est eux qui achètent les suffrages de nos citoyens. C'est eux qui mettent des moyens illégaux pour détourner les suffrages. Cela doit cesser. Merci, M. Batili. M. Kadioke, on va continuer sur 90 secondes. Je pense qu'il faut que les Maliennes et les Maliens comprennent que les solutions à nos problèmes ne peuvent venir que de nous. C'est ce que nous appelons dans notre mouvance le PNP. Par nous, nous pouvons. Nous devons compter d'abord sur nous-mêmes pour trouver des solutions. Et les solutions les plus durables sont les solutions endogènes. Il faut qu'on soit convaincu de cela, qu'on travaille à cela. Et que tout ce qu'on va faire désormais, que cela soit la ligne directrice. Il y a aussi des gens qui interviennent dans la construction des citoyens. Je pense qu'il faut les aider dans leur travail. Certains se plaignent de l'aide publique accordée aux partis politiques. Moi, je pense que c'est une très bonne chose d'accorder cette aide publique aux partis politiques dans le rôle de construction que les partis mènent par rapport aux citoyens. Mais il y a aussi d'autres qui le font. Il y a les organisations confessionnelles qui le font. Il y a aussi les organisations de la société civile qui participent à la construction du citoyen malien. Je pense qu'il faut aussi leur apporter une aide. L'État aussi doit réduire son train de vie. Nos services publics coûtent trop cher à notre État. Il est important de réduire le train de vie de l'État. N'oublions pas non plus le problème de sous-emploi. Chaque fois qu'on parle, nous parlons de chômage.
Mais nous oublions la grande majorité de la population qui vit en milieu rural, qui ne travaille que 4 mois dans l'année. Il faut trouver des solutions à cela. Et dans ce cadre, nous avons des solutions concrètes pour les 8 mois de l'année où quand les jeunes ruraux ne travaillent pas. Merci. Et d'ailleurs, c'est là où ils sont tentés de remonter vers les villes et qu'on appelle l'exode rural. Merci beaucoup. Parole, Monsieur Diarra. Merci beaucoup. Permettez-moi d'entrer, de féliciter tous les candidats ici présents et de les remercier pour leur courtoisie, parce que le monde nous observe et à travers nous, le monde observe notre pays. Je suis fier de vous et je vous remercie. Les modérateurs, je vous félicite aussi pour le fait d'être équitable, d'avoir été équitable, même si souvent nous ne pouvons pas regarder le chronomètre qu'avec un œil. Mes chers compatriotes, en tant que candidat de la coalition CMD 2018, je profite de cette occasion pour m'adresser à vous et vous demander, le 29 juillet 2018, allez voter pour le candidat de cette coalition, allez voter Cheikh Modibo Diarra. Venez vous joindre à nous afin qu'ensemble, nous puissions construire un Mali en paix avec lui-même et en paix avec le reste du monde. Que nous puissions construire un Mali vraiment démocratique, basé sur des institutions fortes et des institutions légitimes. Venez voter pour nous, pour que nous puissions avoir un Mali où les femmes sont traitées avec dignité et ont les mêmes droits que les hommes. Venez finalement voter pour nous, pour que nous puissions permettre de créer un pays où la jeunesse aura le droit d'espérer et de rêver. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous écouter et que Dieu garde le Mali. Je vous remercie. Merci, M. Diarra. M. Sanogo. Bien, encore une fois, merci à vous tous qui êtes venus nous écouter. J'espère que vous avez pu prendre des choses intéressantes dans nos interventions. Je remercie sincèrement mes collègues pour avoir c'était une ambiance vraiment conviviale, d'avoir mené cet échange. Je remercie ceux qui nous ont accompagnés durant l'exercice. Et je pense que c'était un exercice démocratique assez intéressant qui avait disparu de notre processus démocratique. Et maintenant, le fond du problème reste, c'est qu'il faut sauver notre pays. Notre patrie est en danger, et on l'a dit, on va le redire. Il faut une nouvelle gouvernance. Il faut une gouvernance basée sur le respect de la loi par chacun d'entre nous, quel que soit son niveau social, son origine sociale, son rang, etc. Il faut que nous soyons tous amenés à respecter notre patrimoine commun qu'est le pays. Donc je vous convie à cela pour que notre pays sorte du grand trou, pour ne pas dire de l'enfer dans lequel il est enfermé. Merci, M. Sanogo. Merci, messieurs, d'être venus. C'est ce qui met fin à notre débat de ce soir. Un grand merci au nom de toute l'équipe à l'ensemble des candidats qui ont donc accepté d'y participer pour partager avec nous leur vision de l'avenir du Mali. Demain, vous pourrez suivre le 3e numéro de cette série de débats consacré à la présidentielle. Rendez-vous donc demain, même heure, même station de télévision ou de radio, pour en savoir davantage sur ces candidats qui briguent vos suffrages, qui veulent être président de la République du Mali. Et vous le savez, le vote, c'est le 29 juillet. N'oubliez pas de sortir et de voter pour le candidat de votre choix. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci.